Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre dans ce plateau spécial. Ça fait pratiquement presque 20 ans que la République démocratique du Congo a souscrit au processus ITIE, Initiative pour la transformation des industries, pour la transparence des industries extractives ITIE. Et 20 ans après, quel est le parcours justement de notre pays, la République démocratique du Congo, qui vient de très loin. Et aujourd'hui, nous allons parler de la redynamisation du processus ITIE en République démocratique du Congo. Je ne serai pas seul pour vous animer ces plateaux spéciaux. Je me suis fait accompagner de Marcel Moubenga, un confrère avec qui je travaille sur la RTNC. Bonjour Marcel. Bonjour. Un détail par rapport à l'ITIE en République démocratique du Congo. Voilà, c'est dire que le processus est déjà là. C'est depuis 2005 que la RDC a adhéré à ce processus ITIE, qui est l'initiative de transparence dans les industries extractives. Et la RDC a évolué jusqu'à devenir pays candidat, déjà en 2010. Et la RDC a eu quand même à être un pays conforme à l'ITIE. Déjà, nous sommes en 2014 et ça a évolué. D'ailleurs, en 2016, la RDC était vraiment plébiscité meilleur pays pour ce qu'on appelle les propriétés réelles dans le secteur. Donc, c'est un processus qu'il faut redynamiser pour que le Congolais puisse réellement bénéficier des retombées du secteur extractif. Et puisque nous parlons de la redynamisation, nous avons invité pour vous, nous avons associé à cette réflexion les coordonnateurs nationaux de l'ITIE RDC. Il s'agit de M. Jean-Jacques Kayembe. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup Oscar. Je suis très heureux d'être sur le plateau et de partager cette réflexion ensemble avec vous. Et nous apprenons également que vous organisez à Kinshasa, si je ne m'abuse, à partir du 4 novembre, un atelier avec toutes les parties prenantes, tous les acteurs impliqués dans ces processus. Et quels sont les enjeux? Oui, nous avons au comité exécutif décidé de redynamiser le processus ITE dans notre pays. C'est pour ça que du 4 au 8, nous allons organiser un atelier national qui va regrouper toutes les parties prenantes qui viennent de la RDC, donc de toutes les provinces, des ETD qui sont impliqués dans le secteur extractif de notre pays. Donc nous aurons les représentants de l'administration centrale, des administrations provinciales et des ETD, aussi toutes les parties prenantes, les entreprises et la société civile qui œuvrent dans ce secteur. Voilà, peut-être que pour revenir justement à l'ITIE, avant peut-être de donner la parole à Marcel Moubenga, mais parlez-nous un peu de l'ITIE, parce que ça fait quand même 20 ans, presque 20 ans. Marcel a parlé tantôt de 2005, c'est depuis 2005 que la RDC a adhéré justement à ces processus. Et aujourd'hui, 19 ans ou 20 ans après, est-ce qu'il y a eu des avancées? Oui, merci beaucoup Oscar. Nous sommes en 2005 quand la RDC adhère au processus ITE. Et déjà, nous commençons à publier, nous formons le comité exécutif. Il y a eu un décret qui a été pris en 2009 par le Premier ministre pour essayer d'organiser le comité exécutif de l'ITE. Nous avons commencé à publier nos rapports à partir de l'exercice 2007 jusqu'en 2021. Nous avons les rapports chaque année de l'exploitation de nos ressources naturelles. Mais pendant tout ce parcours, la RDC, dans son engagement, nous avons commencé par la première validation où nous avons été recalés et en 2014, nous avons eu notre conformité, première conformité à la norme ITE. Le processus a continué. En 2016, comme Marcel l'a souligné tout à l'heure, nous avons eu le prix à Lima, au Pérou, de premier pays mettant en œuvre les questions de la propriété effective du secteur minier. En 2019, on a eu aussi une validation qui a commencé. Et en 2022, comme vous le savez, la RDC a eu le score élevé de transparence de 85,5. Cela veut dire que si nous observons de 2005 à ce jour, la RDC a fait beaucoup de progrès sur les questions de transparence et de gouvernance du secteur extractif. Mais, comme je le dis toujours, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Nous avons un pays transparent, mais les questions de gouvernance, nous devons encore relever beaucoup de défis sur ce point-là. Merci Jean-Jacques. Marcel, une question. Oui, merci Oscar. Il y a cet atelier que vous allez organiser du 4 au 8 à Pullman. Vous avez dit qu'il y avait plus de 250 personnes qui seront invitées.
pour parler, réfléchir sur ce processus que vous voulez redynamiser, mais la corruption demeure. Oui, si vous regardez bien, vous analysez la norme 2023. L'ITE est devenu un instrument dans un des axes de lutte contre la corruption. Pourquoi est-ce que nous disons que c'est un instrument? Parce que nous sommes en train de travailler tous, toutes les parties prenantes, le gouvernement, les entreprises et la société civile, pour que les informations soient disponibles. Une information de qualité et divulguée en temps utile pour permettre à toutes les parties prenantes de réagir, de voir comment se conduit le secteur extractif. Pourquoi est-ce que nous disons que la lutte contre la corruption est un point essentiel? C'est lorsque l'information est cachée qu'il y a beaucoup de corruption. Mais lorsque l'information est divulguée et le citoyen s'en approprie, nous voyons qu'il y aura beaucoup de recul sur ce point-là. Et c'est avec les membres du gouvernement, dans les entreprises extractives? Oui, cette activité, nous sommes en train de faire avec toutes les parties prenantes. Il y a le gouvernement qui est représenté à tous les niveaux, le gouvernement au niveau central, au niveau provincial, parce qu'il y a des gouverneurs qui vont venir à cette activité, et au niveau des ETD. Cela veut dire que c'est tout le gouvernement à tous les niveaux qui sera représenté à cet atelier. Les entreprises qui œuvrent dans le secteur minier, dans le secteur des hydrocarbures et le secteur forestier, ils seront là. Nous avons étendu le périmètre, comme nous le verrons tout à l'heure, même au secteur artisanal. Donc, c'est un grand atelier où nous voulons à un certain moment que nous réfléchissons. Vous savez, lorsque nous regardons au premier rapport de 2007, nous avons des parties prenantes, les entreprises, c'est autour de 70. Et les administrations, comme vous le savez, nous sommes restés sous les 3 régies financières nationales, plus la DERCAT. Quand nous parlons de la DERCAT, c'est du Grand Katanga. Et maintenant que la redevance minière est perçue dans près de 12 provinces et près de 50 ETD, ce sont des nouvelles parties prenantes que nous sommes encore en train de remobiliser pour qu'ils puissent prendre le train avec nous, pour que nous puissions aller de l'avant dans l'affectation des ressources issues de l'exploitation de nos minerais. Jean-Jacques Kaïmbé, je voudrais revenir sur le travail que vous faites. Dites-nous, le rapport que vous rédigez sont conçus de quoi exactement? Parce que le public voudrait comprendre, parce que chaque année ou tous les 2 ans, vous rédigez un rapport sur la transparence, les activités qui sont menées sur le terrain. Et vous faites ça comment? Et ces rapports sont conçus de quoi? Vous savez, aux premières heures, c'est le mouvement « Publiez ce que vous payez et publiez ce que vous recevez » qui a mis le processus ITE sur les rails. Vous savez, les pays riches en ressources naturelles étaient jamais, par le passé, on parlait de la malédiction des ressources naturelles. Et notre pays était parmi ces pays-là. Les pays sont riches en ressources naturelles, mais les populations sont pauvres. Comment résoudre ce paradoxe-là? C'est pour ça que ce mouvement de publier ce que vous payez a commencé. Et vous verrez dans les premiers rapports de l'ITE, ce sont les entreprises qui divulguaient tout ce qu'ils ont payé à l'État de manière transparente. Et l'État, à son tour, divulguait aussi tout ce qu'il a reçu des entreprises. Et nous faisions le matching. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien à cacher. Et quelques années après, on a remarqué que lorsque nous publions toute cette information, il y avait quelque chose qui manquait. C'est le contexte de l'exploitation. Comment est-ce que les titres sont attribués? Comment les opérations sont faites? C'est comme ça que le rapport a évolué. En plus des données pour le matching, on est passé aussi aux données contextuelles. Mais au fur et à mesure que la norme a évolué, la question de la ponctualité de l'information se posait avec acuité. C'est pour ça qu'avec la nouvelle norme, on va vers les divulgations systématiques. Et le premier périmètre du secteur extractif de la RDC, nous sommes limités au secteur industriel, que ce soit dans les hydrocarbures et dans les mines. Maintenant, là, le comité exécutif et toutes les parties prenantes ont désiré à ce que le curseur puisse pousser, que nous puissions intégrer le secteur du bois, donc la forêt, et le secteur de l'exploitation minière artisanale. Oui, mais vous avez travaillé d'abord sur le secteur extractif, mine, pétrole, par rapport aux industries extractives, mais quand vous allez tendre dans la forêt et voire même dans l'exploitation artisanale qui est tellement difficile, quels moyens, quelle capacité vous avez à avoir toutes ces données? Le processus ITE, d'abord, c'est un engagement du gouvernement
qui a mis dans le train aussi l'engagement de toutes les parties prenantes qui sont les entreprises, la société civile et le citoyen. C'est-à-dire qu'il y a une volonté du gouvernement d'abord pour le secteur artisanal de formaliser ce secteur-là. Mais pour le formaliser, il faut d'abord faire une photo. Il faut l'analyser, il faut collecter toute l'information, analyser ce qui se passe. C'est avec les informations que nous avons dans le rapport que le gouvernement peut arriver à formaliser ce secteur. Quand on le formalise, il faut le normaliser aussi. Donc mettre des normes et des standards pour améliorer la vie de nos concitoyens qui travaillent dans ce secteur-là. C'est pour ça que, et aussi avec de plus en plus de cette exploitation, regardez les statistiques des exploitants artisanaux aujourd'hui, que ce soit dans le sud, dans le cuivre cobalt, ou à l'est, dans le 3T or et dans le diamant, ce sont des centaines de milliers de compatriotes qui travaillent dans ce secteur et leur production est immense. C'est pour ça que nous regardons, nous disons qu'il faut prendre en charge ce secteur-là pour voir comment on le formalise, pour maîtriser les statistiques et pour voir comment est-ce qu'on peut faire une distinction réelle entre l'exploitation industrielle et l'exploitation artisanale dans les statistiques que nous sommes en train de divulguer. Monsieur le coordonnateur national, peut-être avant de revenir à Marcel Ngbenga, moi je voudrais savoir, parce que j'ai appris que vous êtes dans la phase finale de l'élaboration du rapport 2022, ITIE 2022 pour la RDC. Un rapport à présenter au mois de décembre. Au 31 décembre. Au 31 décembre 2024. Pour être plus précis, 2024. Un rapport de 2022, nous sommes en 2024. Dites-nous pourquoi ce décalage, ou bien ça se fait comme ça? Suivant la norme ITE, il n'y a pas de décalage. Un pays peut présenter un rapport avec 2 années de retard. Mais il faut tenir compte aussi que lorsque nous divulguons toutes les informations, il y a la question de l'exhaustivité de l'information et de la fiabilité. Pour ce qui est de la fiabilité, nous attendons à ce que les informations soient certifiées. Du côté des entreprises, les informations que nous recevons sont signées par le haut responsable de l'entreprise ou son délégué et aussi certifiées par un commissaire aux comptes ou leur auditeur externe. Et du côté des administrations, l'information est certifiée par le haut responsable de l'administration et certifiée par la Cour de comptes ou l'inspection générale des finances. Parce que les informations que nous mettons à la place publique doivent être des informations fiables, opposables à tous. C'est pour ça que nous devons prendre un temps pour attendre la certification de toutes ces informations avant de les divulguer dans un rapport. Mais la norme 2023 nous amène à la divulgation et certifiée par la Cour de comptes ou l'inspection générale des finances. Parce que les informations que nous mettons à la place publique doivent être des informations fiables, opposables à tous. C'est pour ça que nous devons prendre un temps pour attendre la certification de toutes ces informations avant de les divulguer dans un rapport. Mais la norme 2023 nous amène à la divulgation systématique. Nous sommes en train de réfléchir, c'est ce que nous allons faire aussi la semaine prochaine, comment fiabiliser l'information qui sera divulguée de manière ponctuelle, actuelle et de manière systématique. Parce que, vous savez, si je produis une information aujourd'hui, je la divulgue aujourd'hui même, il risque d'y avoir un souci sur la qualité de l'information. Nous sommes en train de revoir quels sont les mécanismes que nous mettrons en place pour certifier cette information à divulguer parce qu'elle doit être utilisée par toutes les parties prenantes dans l'exercice de leur travail. Voilà, au 31 décembre 2024, c'est déjà dans 2 mois. Hein, on compte 60 jours au moins d'ailleurs. Est-ce que vous avez des gens sur terrain? Oui, le mois passé, nous étions sur le terrain pour collecter toutes les informations. Je peux vous informer que près de 80% de l'information est déjà collectée. Et à partir de la semaine prochaine, une bonne partie de mon équipe va se déployer dans les autres provinces à faible exploitation minière. Parce que nous nous sommes concentrés sur les provinces où l'exploitation est très forte. On a collecté la quasi-totalité de cette information. Mais à partir de la semaine prochaine, ils vont se déployer dans les autres provinces. Nous espérons et nous croyons que d'ici le 31 décembre, le rapport sera disponible et divulgué. À RDC, nous sommes dans un système déclaratif. Même l'impôt lui-même, il est déclaratif. C'est après avoir exercé qu'on fait les rapports. Moi, je voudrais insister sur la certification. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les personnes impliquées dans la certification des données qui vous sont fournies pour éviter
comme vous l'avez dit, parce qu'une entreprise peut vous présenter de fausses déclarations. Voilà, mais vous savez que cette la question fiabilité, effectivement. Cette question de la certification, elle est, pour moi, elle est résolue par les textes qui réglementent le secteur. Quand nous disons que, nous, à l'ITE, que les données fournies doivent être signées par un haut responsable de l'entreprise ou la personne qui est habilitée à fournir l'information de l'entreprise. Je ne pense pas qu'un directeur général peut prendre le risque de fournir une mauvaise information. De deux, ces informations sont co-signées par un commissaire aux comptes. C'est un corps des assermentés. Donc, avant qu'il mette son cachet, il doit faire preuve de vérification. Et nous disons que si un commissaire aux comptes ne le signe pas, qui est un auditeur externe, il est dans ce corps des assermentés qui, par la qualité de leur fonction ou de leur profession, ils ne peuvent que certifier les informations. Des données opposables à tous. À tous. Et du côté du gouvernement, si nous faisons certifier les informations par la Cour de comptes, qui est la haute cour en cette matière, et par l'inspection générale des finances, nous ne pensons pas qu'il y a un souci de ce côté-là. Ce sont ces informations-là que nous mettons dans notre rapport pour qu'elles soient opposables à tous. Et vous pensez que si les entreprises déclarent ou c'est qu'elles ont payé à l'État et que l'État aussi déclare ce qu'il a perçu des entreprises, ces systèmes de transparence peuvent permettre à la population de tirer profit des ressources naturelles? Vous savez que ça va d'abord diminuer toutes les suspicions. Pour nous, nous disons que la transparence est le premier échelon de la bonne gouvernance. Si nous savons tout ce qui est entré dans le trésor public, nous pouvons exiger de notre gouvernement, nous citoyens, que l'argent soit affecté convenablement au bien du peuple. C'est ça le premier pas. Donc nous disons que s'il y a de la transparence, la gouvernance pourra s'améliorer parce que les gouvernants sont redevables aux citoyens et le citoyen connaît tout ce qui est entré dans la marmite et nous co-gérons avec eux par le mandat qu'on leur a donné. Voilà. Mais du 4 au 8 novembre, vous organisez ces grands ateliers à Pullman où vous avez invité plus de 250 personnes qui viennent de partout, que vous appelez vous-même les parties prenantes parce que ce sont des personnes qui ont perçu quelque chose dans le secteur extractif. Mais il y a une question sur des thématiques. La transparence, on a compris, mais vous allez sur notre terrain, c'est la lutte contre la pollution, vous allez même à traiter des questions sur le genre. Qu'est-ce que ça a à voir avec la transparence? Vous savez que les questions d'abord de l'exploitation des ressources naturelles sont des questions transversales. La première question, quand on regarde sur le climat, l'exploitation de nos ressources impacte le climat. Et maintenant que nous sommes dans la période de la transition énergétique où la demande elle est forte, il faut que les populations soient au courant de l'impact de cette exploitation autour de leur village, dans leur village ou dans le milieu le plus rapproché où ils vivent. Donc nous tenons compte de ces questions. Et puis nous devons regarder parce que actuellement les questions de genre sont les questions qui veulent que nous puissions travailler sur une discrimination positive. Les communautés qui étaient défavorisées, notamment la femme, qu'elles puissent accéder à la gouvernance aussi des ressources naturelles. C'est pour ça que nous disons aujourd'hui que tout le citoyen doit participer dans ce processus et nous devons voir si il y a eu une discrimination positive pour essayer de favoriser les communautés qui, jadis, étaient écartées de la gouvernance de ce secteur. C'est pour ça que les questions de genre sont prises en compte dans la norme ITE. Mais avec cette donne, nous avons l'impression que l'ITE commence à toucher à tout, vous commencez à toucher à tout, vous avez extendu votre champ